Eh bien, toutes nos excuses pour ce retard. Voici les titres de ce 20h. Le Bénin renforce son arsenal de lutte contre les crimes transnationaux. Agents de sécurité et acteurs de la justice actualisent leur connaissance sur les nouvelles techniques de lutte sous l'expertise du FBI. Un nouveau vaccin oral bivalent pour mettre davantage les enfants à l'abri de la poliomyélite au Bénin. Le ministre de la Santé, Alassane Seydou, nous édifiera sur ce nouveau remède. Patrice Talon, destin prodigieux d'un exilé politique, c'est le titre d'un ouvrage lancé le 1er mai, date qui coïncide avec l'anniversaire du président Patrice Talon. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Les agents de sécurité et autres agents judiciaires du Bénin sont à l'école de la formation contre les crimes transnationaux, un séminaire d'une semaine d'apprentissage organisé par l'ambassade des États-Unis. C'est ouvert ce lundi à l'hôtel du port à Cotonou. Jérôme Mongbo, Calvado Awan. Dans l'espace ouest africain, le Bénin fait partie des pays où sévissent les crimes transnationaux. Les États-Unis d'Amérique, à travers leur ambassade à Cotonou, entendent fournir aux magistrats, aux fonctionnaires de la police, de la gendarmerie, des douanes, des eaux et forêts et assimilés, des outils nécessaires pour reconnaître les crimes organisés et la procédure judiciaire en vigueur en la matière. Ce programme de formation va couvrir entre autres des questions telles que l'importance de l'intégrité dans l'application de la loi et dans les enquêtes, le développement méthodique de l'enquête proactive et la coopération transfrontalière en conformité avec la loi. L'atelier permettra aussi aux participants de se familiariser avec le processus et les avantages de l'utilisation des opérations d'infiltration, les conditions requises pour réussir un témoignage au tribunal. Présent à la cérémonie d'ouverture, le général Louis-Philippe Rondeyon a apporté aux participants un message du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur me charge de vous dire qu'il est bien de recevoir la formation, mais le noyau dur de cette formation reste l'intégrité. L'intégrité est d'abord le premier pilier de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Il a insisté également sur la corruption, parce que l'effet de la corruption est le même que l'effet de l'intégrité ratée. La formation est assurée par Davis Charles et David Larson, deux experts du service de renseignement FBI. On parle de la liberté de la presse. Demain 3 mai, la liberté de la presse sera au devant de la scène à travers le monde en attendant les manifestations officielles pour saluer les efforts des professionnels des médias au Bénin. La ministre de la Communication exhorte au professionnalisme. Suivons un extrait de son message au micro de Jean-Claude James. En cette occasion solennelle, je voudrais me faire l'heureux devoir de saluer et de féliciter toute la corporation pour le travail immense qu'elle ne cesse d'abattre pour l'enracinement de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. De plus, au Bénin, nous venons de sortir d'une série d'élections dont celle présidentielle a été le paroxysme. Heureusement, tout s'est globalement bien passé. Il n'a pas été constaté des situations d'atteinte à la liberté de la presse. Cependant, nous devons rester vigilants. Dans la logique de la vision du chef de l'État, nous travaillerons au quotidien à l'enracinement de la liberté de la presse au Bénin. Nous devons veiller à ce que les populations aient l'information, car c'est leur droit, comme le martèle l'UNESCO à travers le thème retenu cette année, à savoir l'accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. J'ai la conviction, en me fondant sur quelques indicateurs, que la presse de notre pays est pleinement consciente de ce devoir qui est le sien, celui d'informer la population, quel que soit ce que ça coûte. Je voudrais compter sur chacun pour relever les défis du professionnalisme et du respect de la déontologie, afin de ne pas s'offrir en proie facile aux prédateurs de la liberté
et de la sécurité. Je ne peux m'empêcher d'évoquer la loi 2015-07 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. Elle comporte assez de dispositions qui protègent les journalistes, mais il faut les connaître. Je ne finirai pas sans saluer la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et les associations des professionnels, notamment l'UPMB et CNPA, pour la qualité de la gestion du secteur. Demain, 3 mai, est donc la journée mondiale de la liberté de la presse, une journée décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant les recommandations adoptées lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991, plus de 20 ans déjà. Que retenir de cette liberté de la presse en ce qui concerne le Bénin? Quelques points de réponse avec ce commentaire assuré par Patrick Diosso. Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Voilà le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse en 2016. Liberté de la presse, un des principes cardinaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion, de pensée et d'expression. Dès l'avènement du renouveau démocratique en 1990, le Bénin a amorcé un grand bond en matière de liberté de la presse, avec un taux de plus en plus élevé d'organes de presse créés en veux-tu en voilà. Pour preuve, à Cotonou, la capitale économique, pour à peu près 1 million d'habitants, près de 100 quotidiens affichent leur une par jour. Peut-être le record du monde pour un pays de 50% d'analphabètes. Mais l'autre record, c'est la courbe exposée par la liberté de la presse, suivant les classements effectués par RSF, Reporters sans frontières. Le Bénin était de mieux en mieux classé, de 90 à 2000-2001, en matière de liberté de la presse. Au sommet de la pyramide, en 2002, le Bénin paradait en tête des pays africains, 21e qu'il était sur le plan mondial, devant plusieurs anciennes démocraties occidentales. Et le rang honorable s'était quelque peu stabilisé, 29e en 2003, 27e en 2004, 25e en 2005 et 24e en 2006. C'est 2007 qui sonne sa chute, 53e place, un bon recul. Et la dégringolade a suivi, 70e en 2008. Stabilisation dans cet atterrissage forcé, 72e en 2009, 70e encore en 2010. Puis le grand plongeon, 91e en 2011. Et le chaos a continué, même rang de 91e en 2012. Ensuite, un regain d'espoir en 2013 où le Bénin fut 79e, 75e place en 2014. Néanmoins, quelques revers firent remonter en 2015 au 84e rang avant la 78e place en 2016. Avec ce genre de courbe, on espère que le nouveau départ sera assez performant pour remonter la pente avec l'accès à l'information, thème de cette année. Et l'on pourra alors, béninois lambda, rêver de la première place sur le podium de la liberté de la presse, tout au moins en Afrique. Et on parle toujours de la liberté de la presse depuis le vendredi 29 avril dernier. Les journées des médias se poursuivent et Elan Média a initié ces journées pour célébrer de façon particulière la Journée internationale de la liberté de la presse. Objectif majeur, faire comprendre au public les réalités de la corporation. Au programme, plusieurs activités, notamment le don de sang organisé ce lundi. Monique Thoron et Marie-Louis Perrin. Le lancement des journées médias est prévu pour ce lundi. Dans le déroulement du programme, outre les différentes communications et échanges entre les professionnels des médias et le public, il y a aussi le volet social qui est pris en compte. Les hommes des médias ont choisi de donner le liquide précieux qui n'est rien d'autre que le sang pour sauver des vies. Le don de sang fait partie des activités que nous avons mises en œuvre pour les journées médias. Les journées médias, en fait, c'est une initiative que nous avons mise en place pour célébrer d'une autre manière la Journée internationale de la liberté de presse. C'est pour le 3 mai, mais nous avons décidé de commencer la célébration quelques jours avant et continuer quelques jours après.
nous avons décidé, nous, au niveau de Projet Elan, d'initier cette activité de don de sang pour permettre également aux journalistes, aux professionnels des médias, aux étudiants en formation dans les écoles de journalisme d'apporter ne serait-ce qu'une modeste contribution pour sauver des vies dans nos hôpitaux et nos centres de santé. Il s'agit ici d'une opération qui vient à temps pour combler le vide en sang. Nous sommes dans un pays endémique pour le paludisme. En dehors de ça, il y a aussi des femmes enceintes qui ont toujours besoin du sang. Il y a les cas d'hémorragie en cas d'accident. Et il est fort de constater que le poste-fils que nous avons au niveau du CNH n'arrive plus à combler le vide, le besoin se fait sentir. Donc, ce serait pour nous un plaisir de récolter beaucoup du sang ici pour sauver des vies humaines. Surtout les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans où le paludisme fait ravage. N'oubliez pas que nous sommes en train de rentrer progressivement dans la saison pluvieuse. Et quand on parle de la saison pluvieuse, il y a la prolifération des anophèles, vecteurs de la transmission du paludisme. Et dès qu'il parle du paludisme, parle d'anémie palus. Et dès qu'il y a l'anémie palus, nous, on est bousculés par les pédiatres, les infirmières, les sages-femmes. Cette initiative de ce groupe de journalistes vient à point nommé pour satisfaire la demande en sang dans la banque de sang des hôpitaux du Bénin. Un tour au ministère de la Santé, renforcer davantage l'immunité des enfants contre la polio au Bénin. C'est l'objectif du ministre de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le Bénin a remplacé le vaccin polio trivalent par le vaccin oral bivalent dans son système de vaccination. Le ministre de la Santé a fait une déclaration à ce sujet. Suivez avec Wizan Libla Alassane Seydou. Notre pays a notifié son dernier cas d'enfant paralysé par le poliovirus depuis le 19 avril 2009 et a été certifié pays libéré du poliovirus autochtone depuis le 15 juin 2015 conformément aux recommandations de l'OMS. Pour renforcer davantage l'immunité des enfants contre la polio, le Bénin a introduit le 22 août 2015 une dose de vaccin polio inactivé dans son système de vaccination de routine. Du 25 au 28 avril 2016, les agents de santé de nos centres de vaccination ont procédé à l'échange du vaccin antipolio trivalent contre le vaccin antipolio bivalent. Ce lundi 2 mai 2016, nous déclarons que le Bénin a remplacé le vaccin polio oral trivalent par le vaccin polio oral bivalent dans son système vaccinal sur toute l'étendue du territoire national. Ceci signifie donc la cessation de l'administration du vaccin polio oral trivalent dans toutes les formations sanitaires béninoises. Désormais, c'est le vaccin antipoliomyélitique oral bivalent qui sera administré aux enfants aussi bien pour les journées nationales de vaccination que pour la vaccination de routine. Ainsi, les enfants de 0 à 11 mois recevront ce vaccin à la naissance, aux 6e, 10e et 14e semaines de vie, renforcé par une dose du vaccin antipoliomyélitique inactivé à la 14e semaine. Un tour à la HAC où le personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a sacrifié ce lundi à la traditionnelle cérémonie de fête du 1er mai, une occasion pour le vice-président d'insister sur les défis qui attendent l'institution. Awa Chérif, Iva Goudopessi. Faire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication une administration de compétences et une institution modèle. C'est le défi affiché par la 5e mandature à l'occasion de la fête du travail. La manifestation de ce jour, au lieu de faire le chapelet de revendication, est plutôt l'occasion de réfléchir à la manière dont nous devrions faire atteindre les meilleures performances à la HAC. Je puis vous donner l'assurance que je serai à l'écoute de chacun et de tous. La célébration de la fête du travail est une initiative à l'actif de la 5e mandature selon le syndicat de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Cette journée est le symbole de toute une lutte menée par les travailleurs des générations qui nous ont précédés et qui est à la base des conditions
de travail dont nous bénéficions actuellement. Sur la demande du bureau du Centra-Hack, dans le souci d'exprimer son ardent désir de voir célébrer la journée internationale du travail à la HAC. La HAC vient dignement d'emboîter le pas aux institutions sœurs de la République, aux ministères sectoriels et autres structures étatiques de notre pays. Un adage affirme qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. La célébration de la fête du 1er mai à la HAC est le début d'une nouvelle expérience, un moment d'échange et de partage entre le personnel. Et la fête du 1er mai, on en parle toujours, mais faisons un tour à Comé pour apprécier les temps forts de cette célébration, tout un programme pour marquer cette date historique pour les travailleurs dont la responsabilité était interpellée pour faire de la mairie une administration performante. Jean-Claude James nous en dit plus. La bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous et demeure à jamais. Un 1er mai béni pour les travailleurs de la commune de Comé. Cette messe d'action de grâce ouvre les balles des activités de la fête du travail. De l'église, la caravane va rallier l'ancienne mairie de la ville. Ici, place aux doléances des travailleurs. Le renforcement des capacités du personnel de l'administration communale à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation. Le règlement de l'éternel problème de la Caisse nationale de sécurité sociale. La négociation et l'application d'une convention de prise en charge sanitaire du personnel à l'hôpital de zone de Comé. Le traitement de l'eau du château de l'enceinte de l'hôtel de ville pour rendre propre à la consommation. Je voudrais tout d'abord rassurer les uns les autres que nous formons une famille. Donc les problèmes que vous avez évoqués, je les vis quotidiennement. Et bientôt, il y aura un plan de formation. La douloureuse question de la Caisse nationale, c'est un héritage difficile, mais que je vais assumer. L'autorité communale rêve d'une administration performante au service des usagers. Aucune structure, aucune institution, aucune entreprise ne peut prospérer si chacun des acteurs qui y travaillent ne prend pas la mesure de la tâche qui l'attend. Une conférence débat pour rappeler à chaque agent son rôle et sa responsabilité. Et cette interrogation est-il nécessaire de préciser par un arrêté ministériel qu'une journée de dimanche est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, un peu comme la journée d'hier, 1er mai 2016, destinée à la fête du travail? Nous avons posé la question à la directrice générale du travail. Sa réponse au micro de Bénédicte Possou et Ibrahim Lawani. Les Béninois, quelque part, ils ont raison de se poser des questions. Mais ils n'ont pas tout à fait raison dans la mesure où il existe des corps de métier où les agents travaillent les dimanches. Nous pouvons citer par exemple les journalistes, les infirmiers qui montent la garde par exemple ou qui travaillent normalement les dimanches, les boulangers, les cuisiniers, les pharmaciens, pour ne citer que ceux-là. Donc il est nécessaire que le ministre en charge du travail prennent un acte pour préciser que ce dimanche 1er mai là, est déclaré chômé, payé sur toute l'étendue du territoire national. Un acte pour préserver les droits de ces travailleurs-là, pour qui dimanche constitue ordinairement un jour de travail. Quand quelqu'un travaille un dimanche, il faut lui payer doublement le salaire. Donc j'en appelle vivement à l'attention des chefs d'entreprise qui utilisent des travailleurs ce dimanche 1er mai et qu'ils sachent que ces travailleurs doivent être rémunérés en conséquence, tel que je l'avais tantôt précisé. Et il faut rappeler également que le Code du travail, en son article 156, a précisé que le repos hebdomadaire est obligatoire. Et il est de 24 heures consécutives et est en principe fixé au dimanche.
On roule le ballon dans ce 20h. Chaque 1er mai, la direction générale de la Sobebra organise un match de gala pour ses employés au stade René Pleven. Ce dimanche après-midi, la direction administrative a battu la direction technique 3-2. Voici le reportage de Wansessassa Waimon et Hugo Zosozono. Les rouges de la direction administrative de la Sobebra dominent les bleus de la direction technique 3-2 lors de ce match de gala au stade René Pleven. Paulinis explique ce nouveau succès. C'est le virus de la victoire, on va dire. Mais c'est toujours un plaisir de jouer avec des collègues pour l'occasion du 1er mai. Et bon, on peut dire que 33 Esport a fait son effet. On a finalement l'impression que ceux qui sont les patrons sont encore plus actifs que ceux qui sont dans l'usine. Bon, peut-être qu'ils sont un peu timides face à nous, mais bon, c'est le sport, hein, c'est la loi du... Il y a un peu trop de bière aussi. Peut-être comme ils sont dans les cuves. Non, mais c'est le plaisir du jeu. On remercie la direction pour cette initiative. Et c'est toujours une bonne chose de partager ces moments-là avec les collègues. Deuxième échec des Bleus pour la 2e année consécutive. Rien d'étonnant selon Rémi. Le plus important, c'est la fête. C'est des moments de partage, de communion. Et c'est ce pourquoi on est venu ce soir. Donc on s'est juste amusé, comme il est de tradition la Sobebra, de s'essayer à la chose. Les professionnels, on est venu s'amuser et puis bon, c'est tout. On sent qu'il y a plus de ventre. Hein. Les ventres sont partis. Il n'y en a jamais eu parce qu'on est toujours dedans. On est toujours dedans depuis toujours. C'est pas par hasard qu'on est là. C'est du bonheur pour nous de toucher le cuir et je pense qu'on prend toujours du plaisir à le faire. L'année dernière, on a remarqué que ceux qui sont à l'usine, ceux qui font le produit, pètent souvent sur la pelouse. Comment on peut expliquer cela? Non, peut-être parce qu'ils sont peut-être un peu plus usés par les machines. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous aussi, on est sous le soleil, on est sous la pluie, le vent et toutes les intempéries. Et moi, je voudrais les convier à s'essayer, à être toujours dans le jeu et à ne pas fuir les compétitions parce que c'est ça qui fait le beau jeu. Quelques joueurs sont absents, qu'importe, la fête a eu lieu. C'est une très belle fête. Ça prouve qu'il y a la cohésion au sein de l'équipe de la brasserie. Donc je profite de l'occasion pour remercier la direction générale qui ne cesse de nous accompagner. Et toute l'équipe est unie derrière cette direction. Et nous irons en avant pour atteindre nos objectifs. Et les objectifs de la fête sont largement atteints. Une fête conclue en beauté par ce traditionnel match d'exhibition. Un ouvrage pour retracer le parcours atypique d'un homme devenu président de la République, son intitulé Patrice Talon, destin prodigieux d'un exilé politique. Le livre a été lancé ce 1er mai, date anniversaire du président Talon. Samuel Adimi, Edmond Ngo, pour les détails. Une production livresque pour retracer le parcours plutôt atypique d'un homme. Cette œuvre pionnière reconstitue les péripéties d'un trajet de l'exil politique au pouvoir présidentiel. Lorsqu'il m'avait approché afin que je puisse apporter ma contribution à ce qui a été fait, c'est de me poser moi-même la question de savoir comment de ce qui détruit peut sortir quelque chose de bon. Parce que l'exil détruit. Lorsque vous êtes pourchassé à tort ou à raison, cela ne vous construit pas, cela vous détruit. Ce travail retrace ce qui s'est réellement passé. Il y a 2 mois, l'idée d'un livre aux couleurs de Patrice Talon était encore embryonnaire dans l'esprit de ses auteurs. La campagne électorale présidentielle sonne alors le déclic. C'était au départ une trilogie. Nous avions pensé à lui, bien sûr, le candidat de la grosse surprise, c'est vrai. Nous avions pensé également à M. Adjavon Sébastien. Nous avions pensé à Lionel Zissou, le Premier ministre alors. Nous avions donc décidé d'écrire pour les 3. Le candidat Patrice Talon prenait donc une certaine avancée. Nous nous sommes dit, tiens, à cette allure-là, il vaut mieux commencer et accélérer l'ouvrage qui va porter sur le candidat Talon. En un temps record, l'ouvrage paraît sous la plume d'un auteur protéiforme et d'un journaliste écrivain. Scindé en 18 chapitres, la publication évoque les origines d'un Béninois prodigieux, son exil politique, mais surtout les grands axes d'un projet de société d'un candidat à l'époque. À travers cet ouvrage, nous avons pris la responsabilité de lui rappeler un certain nombre
de ces propos que lui-même il a eu l'insigne honneur de partager en ces temps d'effervescence politique. En ce jour où il souffle une bougie de plus, nous n'avons pas mieux que de lui offrir cet ouvrage. La mobilisation autour du lancement de l'ouvrage est plutôt révélatrice de l'engouement du public. Patrice Talon, Destin prodigieux d'un exilé politique, un ouvrage comme cadeau d'anniversaire, un livre comme outil de veille citoyenne. Un tour à l'église, l'évangélisation personnelle était au cœur d'un séminaire à l'église évangélique Réma. Les fidèles ont reçu les clés pour réussir leur mission d'évangélisation pour gagner des âmes à Christ. C'est l'évangéliste Mamadou Ouedraogo du Burkina Faso qui a conduit les enseignements. Awa Chérif et Bertrand Loyon. Les fidèles de l'église évangélique Réma expriment leur reconnaissance à Dieu pour les enseignements reçus au cours de ce séminaire. Un séminaire initié sur l'évangélisation pour amener les fidèles à partager la bonne nouvelle de Christ pour le salut des âmes. Nous devons sortir des églises pour aller toucher les populations parce que le Seigneur dit dans sa parole que faute de connaissance, son peuple périt. Donc il y a beaucoup qui périssent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Or, la connaissance de la vérité, c'est de connaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est l'unique Sauveur de toute l'humanité. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Et à cause de ça, chaque jour, il y a beaucoup qui partent en enfer. Simplement parce qu'ils ne le savent pas. Raison pour laquelle nous avons tenu ce séminaire-là pour encourager les membres de cette église locale à sortir. Même ceux qui organisent, je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'organisateur d'évangélisation. Même celui qui organise doit gagner des âmes pour Christ. Parce que le fait que tu sois organisateur ne t'apporte rien au ciel. Pour le président fondateur de l'église évangélique Réma, ce séminaire est une interpellation des fidèles au ministère de l'évangélisation. À la suite de cette vision et cette interpellation du Seigneur, nous nous sommes dit qu'il faudrait que l'Église revienne à la base, c'est-à-dire au ministère qui consiste en premier lieu d'apporter l'évangile à toute la création. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grande commission, c'est ce que Jésus-Christ a laissé comme commission à l'Église. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé ce séminaire pour pouvoir apporter l'évangile, pour que ceux qui, à la suite de tout ce que nous avons entendu, nous avons tellement été impactés, nous avons été nourris et nous avons vu une onction spéciale qui s'est exprimée dans le cadre de l'évangélisation. Donc cela déjà suscite en nous l'engouement de pouvoir commencer le ministère et l'œuvre de l'évangélisation sur champ, c'est-à-dire c'est à partir d'aujourd'hui même que toute l'église sera mobilisée dans ce cadre-là pour pouvoir accomplir la commission que Jésus-Christ nous a laissée, et nous allons continuer la formation avec tout ce que nous avons appris de lui. Après ce séminaire qui a duré 5 jours, les fidèles se disent désormais... Excusez la chute brutale de cet élément, et on reste toujours à l'église à l'occasion de Tyrannus 2016. Les leaders des églises évangéliques ont organisé plusieurs événements pour marquer cette édition après le séminaire organisé au Palais des Congrès au profit des femmes. Les missionnaires Mbogambeti Paul a initié une soirée d'évangélisation à la place Lénine. L'objectif est de gagner des âmes pour Christ. Awa Chérif et Iguayoso. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est cette bonne nouvelle que Paul Mbunga Mpindi apporte au peuple béninois. Des moments de louange, d'adoration pour célébrer le Christ ont caractérisé cette soirée d'évangélisation. Pour l'homme de Dieu, les leaders des églises doivent se focaliser sur l'évangélisation afin de gagner des âmes pour Christ. Nous sommes venus ici pour travailler ensemble avec les églises ici au Bénin, pour prêcher l'évangile, mais aussi surtout encourager les églises. Encourager les églises dans le travail de la formation des leaders. Nous ne sommes pas une église, mais nous venons et nous entourons les églises pour les aider. Et une façon de faire, c'est d'évangéliser. Et puis tous ceux qui vont recevoir Jésus-Christ ici aujourd'hui vont aller dans les églises de nos pasteurs qui sont ici avec nous. Nous voulons que la bénédiction de Dieu soit sur l'ensemble du peuple de Dieu et de ce pays en fait. Il travaille dans beaucoup de nations, mais c'est une grâce de Dieu. Et Dieu a permis qu'il soit ici à Cotonou pour apporter un plus à ce que nous sommes en train de faire. Ce qui est sûr et certain, de la vie de chaque homme de Dieu, il y a une grâce divine.
La grâce qui est sur sa vie n'est pas la même grâce qui est dans ma vie. Et lorsqu'il vient avec sa grâce et nous l'accompagnons, c'est une bénédiction pour la nation. Et c'est une grâce de Dieu d'accueillir ces hommes de Dieu et de recevoir aussi alors les bénédictions que le Seigneur leur a accordées. Cette soirée d'évangélisation aura été une réussite. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus. Finissons avec cette décoration vague d'hommage à Papa Wemba. Depuis sa disparition, ce lundi, il a été décoré à titre posthume par le président Kabila. La cérémonie s'est déroulée au palais du peuple de Kinshasa devant plusieurs milliers de personnes et d'invités. Voyons le récit de Samuel Adimi. Kinshasa et la RDC rendent un hommage au roi de la chanson congolaise, Papa Wemba. L'artiste musicien mort sur scène la semaine dernière est décoré à titre posthume par le président Kabila, alors que plusieurs milliers de fans s'étaient rassemblés devant le Parlement où était exposée sa dépouille. Recouvert du drapeau de la RDC, le cercueil blanc a été accueilli par le gouverneur de Kinshasa sur les marches du Palais du Peuple, alors que jouait la fanfare de la garde républicaine. Porté par 8 hommes, vêtus de noir et marchant à pas cadencés, le sarcophage a été déposé dans la chapelle ardente, précédé par un prêtre catholique. Diverses personnalités ont rendu hommage aux disparus dans le hall du Parlement, alors qu'une foule de plusieurs milliers de personnes était maintenue à l'extérieur et que la cérémonie était retransmise à la télévision nationale. Un peu plus tôt avait eu lieu la levée du corps à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, où la dépouille avait été transportée après son rapatriement d'Abidjan jeudi dernier. Les hommages populaires vont se poursuivre mardi au Palais du Peuple, avant l'enterrement mercredi dans un cimetière de la périphérie de Kinshasa. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, à très bientôt.